Madame, Monsieur, bonsoir. Retraite en mutation vers un nouvel équilibre ou un grand sacrifice? C'est la question qui tourmente des millions de Marocains à la veille d'une première présentation de l'exécutif de ses propositions de la réforme. Objectif annoncé, résoudre sans trop de dégâts les défis structurels des systèmes actuels qui seront ou qui seraient liés, toujours selon le gouvernement bien sûr, au vieillissement de la population marocaine et au déséquilibre financier croissant. Pour le cadre, le gouvernement rassure et assure que cette réforme sera en ligne avec les engagements pris lors du dialogue social avec les différentes parties prenantes vers notamment un système de retraite bipolaire, public et privé. Soit. Mais que faut-il prévoir concrètement? Qu'est-ce qui devrait changer pour vous et moi? À qui profitera réellement cette réforme? Comment rétablir une justice de retraite et bénéficier d'une retraite à la hauteur de ses cotisations? Pour plus de justice pour les retraités, quels leviers fiscaux d'optimisation possibles pour les métiers hors du circuit formel? Au vu du caractère très délicat de la réforme des retraites, jusqu'où peut aller l'exécutif à la veille du prochain rendez-vous électoral? Et enfin, quels sont les scénarios plausibles pour préserver les droits acquis des retraités et des contributeurs actuels? Entre le droit de grève et la réforme des retraites, 2025 s'annonce comme une année des arbitrages pénibles pour nos politiques. Et sous l'œil de nos experts, ce soir, nous analysons un de ces deux arbitrages spécifiques, à savoir donc les retraites. Avec moi sur le plateau, le politologue et professeur de droit à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur Moustapha Srimi, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également le professeur d'économie à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur Zakaria Ferrano, bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Énième diagnostic que nous faisons dans le cadre de l'émission Questions d'actu de ce système des retraites. Professeur Srimi, si le système est en péril aujourd'hui, quels sont les signaux d'alarme? Le système est en péril parce que la réforme du régime des retraites a tardé. Et vous l'avez relevé à l'instant, l'année 2025 est une année donc où il y a une charge particulière qui pèse sur le gouvernement. Il y a un certain nombre de réformes qui ont été différées, qu'on n'a pas pu faire. Bon, il y a eu les 2 années Covid, etc., mais ça n'empêchait pas un certain nombre de réformes. Et tout se retrouve maintenant en 2025. Vous avez fait référence à la réforme sur le droit de grève. Évidemment, c'est un gros dossier. La réforme sur le code de la famille, c'est encore quelque chose de plus important parce que c'est sociétal. Et puis, il y a la réforme du régime des retraites. Voici 3 ans et 3 mois, ça sert d'avoir de la mémoire, le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch, dans son discours d'investiture, avait fait expressément référence à la situation des caisses de retraite et il avait dit, je cite, « Il y a un risque d'effondrement du régime des retraites ». Il l'avait dit en octobre 2021. 3 ans et 4 mois après, nous en sommes là donc à annoncer. Alors, la ministre des Finances dit qu'il y a un plan de réforme qui va être déposé début janvier. On va voir. Pour l'instant, l'état des lieux, c'est quoi? C'est d'abord le déficit de la CMR, Caisse marocaine de retraite, qui est un déficit de 8 milliards de dirhams pour l'année 2023 et du même montant pour 2024. Et le risque, c'est le fait que cette caisse ne puisse plus payer ses pensions et retraites en 2028, dans 3 ans. Voilà une illustration de la situation. J'ajoute le régime collectif, donc le RCAR, qui est géré par la CDG, qui lui également est en déficit, 4,1 milliards de dirhams. Parlons de la CNSS. La CNSS également dans une situation déficitaire parce qu'elle a pris en charge un certain nombre de prestations qui sont servies en augmentation de 21%. Du fait de prestations supplémentaires données, c'est connu. En revanche, la collecte des cotisations n'a augmenté que de 1%. Donc vous voyez bien le différentiel, le poids des prestations servies, plus 21%, et ce qui arrive au titre de la collecte des cotisations, 1%. Enfin, pour ce qui est de la CNSS, l'horizon c'est 15 ans, c'est 2038. 2038, c'est 15 ans, pratiquement 13 ans. Mais pour des régimes de retraite, ils ont besoin de durabilité. Ils ne peuvent pas fonctionner suivant des paramètres aussi aléatoires. Il y a enfin la CIMR, la Caisse interprofessionnelle marocaine des retraites, qui, elle, a un solde positif
de 3,7 milliards. C'est la seule caisse qui sauve un peu les choses. Alors, les réformes qui sont prévues, je ne sais pas si je c'est la seule caisse, c'est parce qu'il y a autant de cotisants que ah oui, vous avez raison. C'est bien aussi de le relever. Si la CMR tire son épingle du jeu, c'est que, eh bien, ce que vous disiez tout à l'heure, les apports correspondent finalement c'est la seule caisse. C'est la seule caisse qui est en vert, les autres sont en rouge et en rouge foncé. Vous avez parlé à juste titre du problème de l'équilibre financier des caisses de retraite. Quelle est la situation aujourd'hui? En moyenne, on a 2 travailleurs, 2 actifs pour un retraité. C'est la situation aujourd'hui. Public, privé? Oui, absolument. Ensemble. Voilà. Okay. Or, il y a 5 ans, c'était 4 pour 1. 4 actifs pour un retraité. Il y a plutôt un actif pour 4 retraités. Il y a 15 ans, c'était 7 retraités pour un actif. Donc, situation qui se détériore du fait de l'évolution démographique que vous avez relevée, et c'est important. J'ajoute qu'en débat, on va y revenir. D'un mot, il y a des propositions à y revenir, mais Banque Maghreb, dans son rapport de l'année dernière, a dit ceci. Le coût de la non-réforme du régime des retraites est de 20 milliards de dirhams par an. Voilà l'état des lieux. Dans le fameux triangle maudit, à savoir, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui cette appellation malheureuse du triangle maudit, à savoir la cotisation, les prestations et bien sûr l'âge de retraite, professeur Ferrano, un triangle équilatéral est-il réaliste? Sans une réforme qui soit non paramétrique, ça veut dire une réforme globale, on ne pourra pas répondre au triangle d'incompatibilité que vous avez cité. Et là, je précise que je reviens un peu sur la question parce que c'est très important de le dire. Je pense que le régime de retraite pour le privé ne pose pas de problème. Pourquoi? Oui, la CNSS oui. ne pose pas de problème parce que nous avons à peu près 4 millions d'adhérents contre à peu près aux alentours de 700 000 bénéficiaires. Et donc, automatiquement, on pourra dire qu'il y a un matelas de réserve de liquidité qui permet de la CNSS de survivre sur le moyen ou sur le court terme. Par contre, sur la CMR, au niveau de la CMR, au secteur public, nous avons un problème. Pourquoi? Parce que, premièrement, les cotisations, ou je dirais les gens qui cotisent, ne dépassent pas les 700 000 et ceux qui sont bénéficiaires, c'est 400 000. Ce qui veut dire qu'on est devant un ratio de cotisation qui ne dépasse pas 1,8. Ça veut dire que nous avons pour 2 qui travaillent au maximum, vous avez 1 qui bénéficie de la retraite. Et donc, c'est un système qui n'est pas soutenable. Si on rajoute à ça... Pourquoi? C'est très simplement parce qu'aujourd'hui, ceux à qui vous payez les prestataires, vous payez à peu près 32 milliards chaque année contre 26 milliards que vous collectez. Et donc, automatiquement, vous êtes en déficit. C'est le déficit qui a été cité de 8 milliards. Et ce n'est pas ça le plus important. Permettez-moi d'aller encore en profondeur. Ce qui a été cité par mon ami et mon professeur, c'est en fait le solde technique, qui est de moins 8. Mais il faut partir dans le solde global, qui est de moins 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même la gestion de ce patrimoine, la gestion des réserves, qui normalement doit être destinée au financement de l'économie, elle pose problème. Et donc là, ce n'est pas la question uniquement de la pérennité de la cotisation, mais également de l'utilisation de ces ressources sur les marchés qui pose problème. Parce que le passage vers un régime, vers 2, ça veut dire privé et public, ça ne va pas poser uniquement la cotisation, l'âge, etc., mais on doit aussi poser la question sur la gouvernance de l'argent du contribuable. Comment elle est gérée? Comment on investit notre argent? Tout à fait, parce que normalement... Qui investit cet argent? Qui est en charge de Très bien, l'investissement? nous avons plusieurs régimes de gestion. Par exemple, la CMR, elle a sa propre gestion. Je pense que les caisses du secteur privé sont gérées par des prestataires, comme par exemple la CDG. Elle gère une partie de la CNSS par la loi. C'est donné par la loi. Et donc, automatiquement, nous avons une question de ce qu'on appelle la gestion de ces fonds-là, qui permettent d'avoir ce qu'on appelle un solde financier. Parce que ce qui est important, ce n'est pas uniquement d'avoir une cotisation qui va vraiment combler le besoin des retraités, mais également de fructifier cet argent sur les marchés. Et donc là, la réforme ne doit pas toucher uniquement des questions. C'est pour ça que j'ai dit ça ne doit pas être paramétrique, parce que dans la réforme ancienne, on était uniquement dans le paramétrique. Ça veut dire qu'on était dans une question d'augmenter l'âge, de réduire un peu le salaire, partir sur le salaire moyen de 8 ans, réduire un peu le taux de 2% vers 1,5. C'était des réformes paramétriques qui permettaient d'avoir une certaine pérennité pendant 5-10 ans. Et aujourd'hui, on est devant aussi la même problématique du déficit. Aujourd'hui, c'est le moment pour avoir une réforme qui est globale. Et là, je rejoins le rapport qui a été fait par le Conseil économique et social et de l'environnement qui a parlé d'une réforme, je dirais, en 2
grand bloc, bloc privé et bloc public, mais pas uniquement cette réforme, je dirais institutionnelle, mais également une réforme en termes de gouvernance, en termes d'utilisation de cet argent sur les marchés et en termes également de revoir ce qu'on appelle le salaire minimum universel qui doit être utilisé comme étant une pension. Parce que le problème aujourd'hui, c'est pas continuer à donner de l'argent, mais réfléchir à comment je pourrais à la fois garder la pérennité, la soutenabilité des régimes de retraite, mais également avoir des revenus qui doivent respecter les différentes tranches salariales. Si on le veut ou non, nous avons des tranches salariales qui sont différentes. Ils ne peuvent pas bénéficier de la même retraite. Et ça, c'est légitime. Mais est-ce qu'ils bénéficient de la retraite à la hauteur de leur cotisation? Quand on voit, par exemple, des cadres ou d'autres... Nous avons des systèmes qui sont généreux. Nous sommes tous d'accord sur ça. Mais maintenant, si on veut ouvrir... Pour qui, généreux, par exemple, la CMR est très généreux. J'ai cité tout à l'heure, vous avez 36 milliards, voilà, qui sont en termes de prestations. Mais maintenant, c'est un acquis. On ne peut pas l'enlever pour les fonctionnaires. Maintenant, il faut trouver une pour le privé, alors. Voilà, il faut trouver une solution, une gymnastique, une ingénierie financière, une étude actuariale qui permettra de trouver la solution la plus optimale. Que ça soit pour le travailleur ou le fonctionnaire, l'employé, le fonctionnaire, le salarié, mais également pour la pérennité des caisses de retraite. Maintenant, il y a un problème encore plus large, on ne le voit pas. Et là, j'attire l'attention sur un rapport qui est élaboré, ou une évaluation qui est élaborée soit par la CAPS ou par Banque El Maghrib, ce qu'on appelle le comité ou le conseil des risques systémiques. Les caisses de retraite ne constituent pas un risque uniquement pour les caisses de retraite. C'est un risque pour le système financier. C'est un risque systémique. Un comité qui est présidé d'ailleurs par le Walid de Banque El Maghrib. Et donc, chaque année, il y a 5 ans, maintenant, et là, je reviens, je ne défends pas à Banque El Maghrib, mais je dis le constat de la chose, c'est qu'il y a maintenant 5 ans que Banque El Maghrib attire l'attention sur le fait qu'un facteur de risque systémique, c'est les caisses de retraite. Et donc, si on n'arrive pas à réformer de façon pérenne et soutenable sur le moyen et long terme, ça pourra constituer un risque pour la stabilité financière de tout le système. Stabilité sociale aussi, parce que si on ne peut plus payer les retraites aux retraités. Si on dit financière, le problème n'est plus les retraites, parce que si vous prenez les retraites, on parle entre de 4 à 5 millions. Mais lorsque vous parlez du système financier, vous parlez de l'épargne publique, vous parlez des banques, vous parlez des dépôts, vous parlez de tout le Maroc. Attention, lorsqu'on parle des réserves, les réserves que investissent les caisses de retraite, soit de façon directe, soit par mandatement, on parle de à peu près 318 milliards de dirhams. C'est 318 milliards de dirhams qui sont investis sur le marché. Imaginez demain si nous avons une catastrophe dans ce régime. Qu'est-ce qui va se passer dans le système financier? Alors, pour que cette réforme prenne forme, en tout cas, on attend les détails qui vont être présentés, qui ont été annoncés, en tout cas, pour les jours qui viennent. C'est pour ça qu'on en discute un peu pour d'abord comprendre ce qu'on va nous annoncer. Alors, on parle de dispositions, en tout cas, le gouvernement assure que cette réforme est en ligne avec ce qui a été convenu lors des négociations du dialogue social. Mustafa Sahimi, est-ce qu'on en sait plus? Est-ce que cela signifie que les syndicats sont derrière le gouvernement là-dessus? Ça, c'est un raccourci qui n'est pas significatif. La position des syndicats sur ce plan-là est extrêmement sévère. Ils sont déjà vent debout, si je puis dire, à propos de la loi organique sur le droit de grève. Et vous savez combien ça a été difficile de faire passer ce texte, qui est d'ailleurs aujourd'hui au niveau de la seconde chambre du Parlement, avec les protestations, vous savez, de la CDT, de l'UMT, d'autres centrales syndicales. C'est difficile de revenir au début 2025 avec un texte aussi lourd et qui a tant d'implications. Donc je soutiens, sur la base des éléments que j'ai à propos des positions syndicales, qui sont extrêmement réservées quant à l'avant-projet de gouvernement. Je dis bien avant-projet parce que le gouvernement n'est pas d'une grande précision quant à ses propositions. Première observation qui est posée, qui est un problème de fond, ça a été soulevé par mon collègue à l'instant, c'est l'optimisation des déplacements des caisses de retraite. Il y a de l'argent, il y a un magot, qui est prêté à qui est déposé à la CDG. Vous savez combien la CDG rémunère ses placements? À 3%. Donc il y a bien un problème de valorisation des produits financiers. Et donc c'est intéressant qu'il y ait une mise à plat de la nécessité d'une optimisation des réserves des caisses de retraite, avec de nouveaux produits financiers, avec des placements, etc. Deuxième élément de désaccord,
je reviens sur les syndicats, nous avons des âges différents maintenant pour ce qui est des âges de retraite. Pour la CMR, Caisse marocaine de retraite, c'est 63 ans. 63 ans, c'est une réforme qui est passée depuis 2016, elle est passée graduellement. Pour ce qui est du RCR, régime collectif d'allocation de retraite, il est également fixé à 63 ans. Pour ce qui est de la CNSS, il est de 60 ans, avec la possibilité même d'une retraite à 55 ans, sous certaines conditions, avec une réduction, etc. Donc nous sommes là aujourd'hui... Est-ce que c'est viable? Ce que je veux Comment? dire, c'est que 60 ans, quels sont aujourd'hui les pays dans le monde, restons réalistes, qui ont encore un régime de retraite ou un départ à la retraite à 60 ans? Il n'y en a pas. Les pays de l'Union européenne, moi j'ai vérifié, c'est la France qui est en retard à 62 ans, 63 ans, c'est en queue de trucs. Tous les restes, c'est 65, 66, 67 ans, Donc etc. inévitablement, on dirige vers les 65 oui, ans directement. Bien sûr. Ah non, c'est difficile. Ça va être graduel. Non, c'est difficile de faire passer, d'étirer, d'allonger, de reporter le temps de la retraite au Maroc. Il faudra beaucoup de débats et beaucoup d'implications des forces syndicales. Et beaucoup d'audace. Ça n'est pas évident. Parce que ce dossier des retraites, il ne date pas que de ce gouvernement, Mostafa Sahimi. Est-ce que ce gouvernement aura l'audace, alors que c'est la veille, 2025, c'est la veille des élections, d'une année électorale, 2026, est-ce que ce gouvernement aura l'audace de prendre les dispositions nécessaires pour sauver un système que lui-même a qualifié dès le début de son mandat par la voix de son chef, par le chef de l'exécutif, que ce système est voué à l'effondrement. Donc est-ce qu'on a l'audace politique pour prendre ces décisions? Je vais vous répondre avec une réponse d'un ancien Premier ministre, c'est M. Driss Soto, qui à la fin de son mandat 2007 avait reçu des responsables de presse et je lui avais posé la question, qu'est-ce que vous n'avez pas réussi? Il m'a dit 2 grands dossiers, la caisse compensation et la réforme des caisses de retraite. Ça n'a pas été fait ensuite par les gouvernements d'Abbas et Abbas Fassi, ni par les 2 gouvernements PJD, vous le savez, sauf la petite réforme de 2016. 2016, qui est une petite réforme que j'ai évoquée. Nous sommes aujourd'hui face à une grande problématique. Une grande problématique, c'est la capacité de ce gouvernement à définir des pistes de réforme inscrites dans une feuille de route et surtout dans une vision intéressant le régime global des caisses de retraite. Après, on verra bien la présentation de leur... la première présentation des suggestions de réforme par le gouvernement. On n'a pas encore les détails. Pour être complet pour nos téléspectateurs, il faut dire qu'il y a un certain nombre de catégories socio-professionnelles qui ont un âge de retraite à 65 ans. C'est intéressant, c'est les magistrats. Eh oui, 65 ans, les professions libérales, les forces armées royales, etc. Et des 65 ans avec possibilité de reconduction d'année en année. L'enseignement supérieur aussi. Voilà. Et vous-même. Oui, ben oui. Nous en avons 2 de représentants de l'enseignement supérieur. Donc c'est quand même intéressant. Alors la difficulté, elle se décline comme suit. 1, il faut augmenter le taux de cotisation. Il n'y a pas d'autre sortie que ça. Donc là, sur le triangle, on a 2. Voilà. Augmenter l'âge de la retraite, augmenter les cotisations. Deuxième baisser la prestation. Deuxième côté du triangle, deuxième côté, c'est l'allongement de l'âge de la retraite. Il faut arriver à 65 ans, même si ça se fait par étapes, année par année, etc. Troisième point, il faut savoir exactement ce qu'on veut faire de ce régime de retraite. Ça implique forcément un régime unique. Ça a été recommandé par le Conseil économique et social, ça a été recommandé par un rapport de la Cour des comptes. C'est-à-dire public et privé? Oui, non, mais c'est pas ce qu'annonce le gouvernement. On nous annonce un système bipolaire, public et privé. C'est ça, bipolaire, avec 2 caisses. Une gouvernance. Pour le public, c'est la Caisse marocaine de retraite, la CMR, et le régime collectif d'allocation de retraite, RCAR. Et pour le pôle privé, c'est la CNSS et la CIMR. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Ça implique aussi un régime unifié, donc bipolaire, mais ça implique aussi qu'il y ait des coups de rabot sérieux pour unifier les prestations et les taux de cotisation. Donc pour vous, c'est extrêmement difficile. C'est tous les côtés de ce fameux triangle maudit qui doivent être repensés. C'est le triangle des Açores.
Des Bermudes aussi. Oui, des Bermudes. Mais il faut, Bermudes. mais il faut beaucoup attendez. de détermination. Il faut et de beaucoup de capacité détermination, il d'arbitrage. faut de la justice. Je reviens à ce Tout à terme fait. de justice. Parce Équitable, qu'on nous parle de qu'il y ait de justice l'équité. sociale, on nous parle de justice fiscale, parlons de la justice des retraites. Il faut élargir l'assiette des retraites, y intégrer, selon certains, notamment du secteur privé, y intégrer le secteur informel. Mais qu'est-ce qu'on donne justement, à ces acteurs de l'informel, Sifirano? Juste, tu continues ma question. Voilà, Est-ce qu'on propose, par exemple, des outils d'optimisation fiscale pour les encourager à s'inscrire dans ce système de retraite? Avant de partir vers l'informel, parce que c'est une question qui n'interpelle pas uniquement la retraite, mais tous les régimes, toutes les réformes. Toutes les réformes, dont la généralisation de la protection sociale. Je suis tout à fait d'accord avec mon professeur, c'est qu'il faut vraiment accepter une augmentation de l'âge, accepter aussi de revoir le taux de cotisation, etc. Tous ces éléments que j'ai qualifiés, moi, de paramétriques. Oui. Mais à condition, il faut que ce soit avec une transparence. Qu'est-ce que ça veut dire transparence? Ça veut dire que toutes les réformes de cette nature, il y a toujours une étude actuariale qui est élaborée. Et il faut que le public ait accès à cette étude actuariale. Par qui? Comment par qui? Par des cabinets de conseil? Non, je parle de l'étude actuariale, indépendamment qui l'a élaborée. Normalement, lorsqu'on fait une étude sur soit les assurances, les retraites, les régimes médicaux comme le RAMED, ça a été effectué sur le RAMED en 2008 et 2010, et 2012 également, avant généralisation. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, l'étude actuariale. Il faut que ça soit... L'étude actuariale, tout simplement, ce sont les projections sur lesquelles va se baser la réforme. Vous voulez toucher l'âge, 65 ans, donnez-nous les projections. Pourquoi? Et ça va aboutir à quoi? Vous voulez toucher les taux, on voudrait savoir les résultats. Cette étude actuariale qui est élaborée, normalement, doit être transparente, ou je dirais communiquée pour pouvoir prendre une décision. Parce qu'attention, le régime de retraite est un contrat social. Oui. Et c'est très important. Et lorsqu'on parle de contrat social, ça veut dire qu'il faut que tout le monde y adhère. Sinon, vous aurez une amplification de ce qu'on appelle le noir, ou ce qu'on appelle aussi l'informel. Parce qu'il faut se poser une question. Pourquoi les gens acceptent l'informel? Une des raisons, c'est lorsque vous mettez des barrières à l'entrée et des barrières à la sortie. Et les régimes de retraite, c'est des barrières si vous les faites comme ça. Et donc, automatiquement, moi, je le dis, je suis tout à fait convaincu par ma pensée. Il faut qu'il y ait une réforme qui soit non paramétrique. Maintenant, si vous rassemblez, je suis tout à fait d'accord avec la question d'avoir des régimes bipolaires. Mais attention, qu'est-ce que ça veut dire bipolaire? Est-ce que vous allez consolider les comptes? C'est ça bipolaire. Ça veut dire que vous allez regrouper la la RCAR avec la CMR parce qu'il y a un excès, vous allez avoir finalement un solde qui doit devenir positif, c'est de la consolidation. Vous allez prendre le régime privé, vous allez rassembler, ça va devenir positif. Et finalement, on va dire bravo, nous avons réussi. Non, c'est pas ça une réforme. C'est très comptable. C'est ce que je dis, c'est la consolidation. J'ai utilisé le terme comptable. C'est de la consolidation. Ce qu'on veut, c'est quoi? Premièrement, c'est d'avoir un régime qui soit périn et qui soit vraiment soutenable sur le moyen et long terme. Mais on ne veut pas un régime comme ça, on veut un régime qui permet aussi de financer l'économie. Parce qu'on oublie le vrai débat. Le vrai débat, c'est que ces cotisations doivent financer l'économie et générer de la croissance. Et la croissance doit générer de l'emploi. Et c'est avec l'emploi qu'on va garantir la durabilité de la retraite. C'est un peu le triangle. Moi, je ne dirais pas le triangle, je dirais le cercle qui doit se conduire de façon fluide et flexible. Maintenant, voilà, si je reviens sur l'informel, si le système de retraite est attractif, et si on arrive à éliminer toutes les barrières à l'entrée et les barrières à la sortie, et donner des incitations... Quelles sont ces barrières? Rapidement. Quelles sont ces barrières? Parce que si on va demander à quelqu'un qui travaille dans un métier pénible, qu'on lui demande en plus de débourser plus d'argent pour qu'il soit couvert... Juste un exemple. Lorsqu'on va ouvrir le débat sur le régime de retraite, il faut aussi mettre le curseur sur la nature avec laquelle on génère les pensions. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à ce qu'on appelle un système de capitalisation. Donner le droit aux entreprises de capitaliser le régime de retraite. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Ça va leur permettre de sortir de ce qu'on appelle les 3%, 4% des bons du Trésor qui sont donnés, sans citer l'organisme qui donne ça. Et ça va leur permettre également de générer plus de profits, parce que nous avons dans la bourse des taux de rentabilité qui peuvent dépasser les 14 et les 15%. Et ça permettra de garantir la pérennité. Mais là, il y a des rigidités administratives et politiques qui empêcheront une politique d'optimisation des réserves des caisses de retraite. Autre point que vous avez évoqué, il faut revenir à la Constitution. Pourquoi il faut revenir à la Constitution? L'article 39 de la Constitution qui dit qu'il faut de l'équité.
la contribution des citoyens aux charges publiques se fait en fonction des capacités contributives des citoyens. Et donc je reviens. On en parle des parlementaires et des retraites des parlementaires? Oui, oui, mais ça, Vous parlez de contribution. Oui, eh bien, oui, vous savez, la question de la retraite des parlementaires, je vais passer mon tour comme je donnais. Non, mais c'est un exemple qui m'est venu parce que effectivement. Vous me cherchez, je vais vous répondre. C'est comme la retraite des ministres. Aussi, parlons-en. Il faut le dire, c'est le seul pays au monde qui donne une retraite à vie aux ministres. On n'a jamais vu ça. Ailleurs, c'est 6 mois. Pour vous donner des exemples, c'est 6 mois et c'est tout. Et bien là, nous sommes dans un système où il y a des dizaines d'anciens ministres qui n'ont pas besoin de cet argent, qui ont une retraite mensuelle de à peu près 39 000 dirhams. Vous voulez que je parle de ça? J'en ai parlé. Un mot de la fin, Moustapha Sahimi. De l'équité, du volontarisme et de l'arbitrage. C'est extrêmement important parce que c'est ça qui va crédibiliser la parole publique et les discours du gouvernement en ce début 2025. Faute de quoi, nous allons face au mur. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, la situation sera ingérable. Ce que nous ne souhaitons pas, et en tout cas ce ne sera pas dans 1 an ou dans 2 ans. Un mot. Je dirais un dernier mot, c'est que si on veut être très sage dans la réforme des retraites, il faut passer par le dialogue social. C'est très important. Et rendre les syndicats comme un partenaire effectif dans la réforme des retraites. Merci Zakaria Firanou, et nous avons hâte de découvrir les détails de cette réforme des caisses de retraite qui est prévue donc et annoncée pour les jours qui viennent. J'espère en tout cas que cette émission a pu éclairer votre lanterne sur l'avenir de nos retraites à toutes et à tous. Encore une fois, je vous remercie, Zakaria Firanou, et merci beaucoup, Moustapha Sahimi. Merci à vous pour votre fidélité à cette émission. Très bonne soirée.